J'ai souvent entendu mon professeur dire qu'il fallait tirer son raisonnement de la répétition des faits et des statistiques et pas de son expérience personnelle. C'est dur. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de Bourdieu, de sa théorie des classes sociales et du rôle de l'école dans la reproduction sociale. L'école chez Bourdieu, mais vous le savez sans doute mieux que moi, c'est celle des héritiers. Dans les grandes lignes, cela signifie qu'elle serait faite pour une certaine catégorie d'élèves seulement, ceux qui sont déjà privilégiés, et qu'elle est bien loin de remplir sa mission d'égalité des chances. De ce que j'ai pu entendre, si les professeurs de SES adhèrent souvent aux thèses de Bourdieu, ce n'est pas forcément le cas du reste du corps enseignant. Tout le monde peut réussir s'il s'en donne les moyens. Quand on veut, on peut. Alors j'en ai cherché une troisième, mais je n'ai pas trouvé. Soit, pourquoi pas. Mais le problème n'est pas là. L'injustice, il me semble, est dans la somme des handicaps que doivent surmonter les enfants des catégories populaires, prolétaires, pauvres, moi j'aime bien le terme dominés, pour pouvoir s'élever socialement, et je dirais plus, pour pouvoir s'élever socialement par le prisme de l'école. Je m'explique. Bourdieu considère que les classes sociales reposent sur la détention de trois capitaux. Le capital économique, c'est-à-dire le patrimoine, les revenus. Le capital culturel, c'est l'ensemble des ressources culturelles d'une personne, ça peut être les diplômes par exemple. Et le capital social, le réseau de relations. Il y a ceux qui en ont beaucoup, il y a ceux qui en ont moyennement, et il y a ceux qui en sont pauvres. Et à l'intérieur de ces trois groupes, il y a ceux qui sont plus riches dans un type plutôt que dans un autre. L'école doit normalement aider les élèves méritants à entrer dans la classe sociale de ceux qui en ont beaucoup. Et c'est parce que j'adhère à cette idée que je me bats déjà depuis 7 ans. Mais Parcoursup et peut-être une petite prise de conscience, un début de maturité m'ont un peu échaudé. Alors reprenons les trois capitaux de Bourdieu. Le capital économique. Évidemment que, suivant les conditions de travail, l'environnement de travail, mais aussi les revenus, un élève sera plus privilégié qu'un autre. Moi, par exemple, alors que j'y étais admise, je n'ai pas pu me rendre aux oraux de Sciences Po Bordeaux parce que ma famille n'en avait pas les moyens. C'est violent. Mais cette violence économique, je l'avais subie avant, quand en préparant ces oraux, en consultant leur site, je suis tombé sur la phrase Si vous avez fait des voyages, n'hésitez pas à faire part de vos expériences. Quand on est pauvre, on ne fait pas de voyage et on n'a pas d'expérience à partager. Le capital culturel. Le capital culturel, je l'ai, ou j'en ai un. Est-ce que c'est le bon? Cela fait 7 ans que j'ai 18 de moyenne, j'espère que cela veut dire que j'en ai un conséquent. Alors pourquoi je l'ai, c'est une autre question. Mais je préfère revenir sur est-ce que c'est le bon? C'est sans doute le bon au lycée parce qu'il est suffisant dans mon lycée. Mais dans une classe préparatoire. Par exemple, ce que j'aime lire, c'est la littérature fantastique, pas celle classique, celle de la culture légitime. J'aime regarder les séries Netflix, mais pas les films de Godard ou de Truffaut. Et puis d'une manière générale, quel message envoient les concepteurs des programmes scolaires quand ils imposent le rouge et le noir, ou la princesse de Clèves, ou les mémoires d'Adrien? Je comprends qu'il faut s'élever intellectuellement, mais est-ce que cela ne serait pas plus facile pour le plus grand nombre si l'on partait de quelque chose de plus abordable? Qu'est devenu l'élève au centre de la classe? Là encore, le système scolaire exerce sa violence. Le capital social. On pourrait penser qu'il serait absent du système scolaire, mais pour l'illustrer, je ne prendrai qu'un exemple. Le lycée Carnot à Paris, avec ses belles et grandes classes préparatoires, avec ses illustres anciens élèves, de Louis Aragon à Jean-Louis Aubert, de Pierre Desproges à Anne Romanoff. Bon, vous me direz que ces deux exemples n'illustrent pas un progrès. De Clémenceau à Strauss-Kahn. Ah, effectivement, il y a peut-être un déclin. On va dire quand même qu'il y a des grands qui sont passés par Carnot, et j'y ai postulé. Mais en consultant leur site pour préparer ma lettre de candidature sur Parcoursup, voici ce que j'ai pu lire. Si vous avez des amis ou des parents qui sont passés par Carnot, mettez-le dans votre lettre. Sous-entendu, si vous avez les bons parents ou les bons amis, vous serez pistonné. Cela aussi, c'est violent. C'est violent et c'est injuste. L'adjectif violent, je l'ai utilisé plusieurs fois parce que la somme des inégalités liées aux trois capitaux,
illustre la violence symbolique, celle qui fait que l'élève de catégorie populaire se sent inférieur. Moi, je ne suis pas du genre à tendre la joue gauche quand on me frappe sur la joue droite. Tout ceci me met en colère et me donne envie de me battre. Mais on peut comprendre que devant tant de barrières, beaucoup soient découragés. Je vous ai exposé un avis très personnel. Et peut-être pensez-vous que cela manque de rigueur scientifique. Peut-être que vous n'êtes pas bourdieusien. Peut-être pensez-vous que l'école française est juste, que tout le monde a les mêmes chances de réussite et que cela n'est pas parce qu'une petite élève de terminale a fait de mauvaises expériences que l'on peut en tirer des généralités. Alors peut-être aurez-vous plus confiance dans les statistiques officielles sur l'école. Les inégalités scolaires commencent très jeunes. Les élèves issus de milieux favorisés obtiennent 81 points de plus en moyenne que ceux issus de milieux défavorisés dans le domaine de la lecture, et entre 70 et 80 points en mathématiques selon le test PISA de 2019. Pour comprendre, il faut savoir que le test considère que la moyenne est de 500, et les élèves des catégories défavorisées ont, en moyenne, 80 points de moins que ceux favorisés. On considère que cet écart traduit un décalage de plus de 2 années scolaires en compétences, les élèves favorisés étant nettement avantagés. Cela ne vous convainc pas? Voici d'autres chiffres de l'INSEE. On peut peut-être faire confiance à l'Institut national des statistiques. En termes d'obtention du baccalauréat, en 2022, 70% des élèves d'ouvriers obtenaient le bac contre 96% des enfants de cadre. C'est déjà un écart important, 20 points. Alors ajoutons que parmi les élèves issus de milieux défavorisés, 60% s'orientent vers un bac professionnel ou technologique, contre 30% seulement pour les enfants de milieux favorisés, qui vont d'ailleurs surtout en technologique pour ces 30%. Et en ce qui concerne les diplômes de l'enseignement supérieur, 53% des enfants de cadre supérieur obtiennent un diplôme de niveau Bac plus 5, contre seulement, écoutez bien, 11% des enfants d'ouvriers non qualifiés. Un mot sur le décrochage scolaire? Si vous voulez. Environ 13% des jeunes de 18 à 24 ans quittent le système scolaire sans diplôme. Mais ce taux grimpe à 24%, soit 2 fois plus, chez les jeunes issus de milieux défavorisés, contre 6%, soit 2 fois moins, chez les jeunes issus des milieux favorisés. D'autres stats? C'est bien parce que vous me le demandez, et puis parce que cela me fait plaisir, et puis parce que cela me ramène à ma propre situation. Selon un rapport du Haut Conseil de l'éducation, les enfants issus de milieux populaires ne représentent que 15 à 20% des effectifs en classe préparatoire aux grandes écoles, les CPGE ou prépa, alors qu'ils constituent près de 50% de la population des enfants. Si l'école était juste, et si Bourdieu avait tort, il y aurait, à peu près, 50% d'enfants de milieux populaires en CPGE. A l'inverse, les enfants de cadre supérieur représentent 53% des élèves en prépa, bien qu'ils ne représentent que 20% de la population des élèves. Et la conclusion de tout cela, dans ce beau pays démocratique qu'est la France, avec son idéal méritocratique. La conclusion, je la prends à l'Observatoire des inégalités. À niveau scolaire égal, je dis bien à niveau scolaire égal à l'entrée en CP, les enfants de cadre ont 2 fois plus de chances d'accéder à un bac général que les enfants d'ouvriers. Et en termes de mobilité sociale, c'est-à-dire de déplacement dans la pyramide de la société, seuls 11% des enfants d'ouvriers atteignent les catégories socio-professionnelles supérieures, cadre, profession libérale, contre 68% des enfants de cadre. Alors, j'ai commencé par dire qu'il ne fallait pas se baser sur son expérience personnelle. Mais elle est là, dans ma tête, mon expérience personnelle. Et elle me dit que Bourdieu a raison, que les classes sociales existent, ou qu'au moins une existe, celle du haut, celle des dominants. Elle me dit, mon expérience personnelle, et les statistiques officielles le confirment, que l'école œuvre pour cette classe dominante. Elle me dit, mon expérience personnelle, que quelque chose ne va pas, et que ça ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je vous le dis, j'ai décidé de me battre.